Première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussay. Nicolas Bogarts nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Avec vous, nous allons revenir sur le récit d'un événement capital. C'est un petit miracle pour la philosophie du XXe siècle. Le sauvetage des archives d'Edmund Husserl qui aboutissent à Louvain avec la fondation des archives Husserl au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'œuvre du philosophe allemand, fondateur de la phénoménologie, est menacée de destruction par le régime nazi. C'est une épopée qui a rendu Louvain et son université célèbres dans le monde entier. Oui, Laurent, Edmund Husserl était juif et à ce titre, et bien que converti au luthérianisme, il a été mis au ban de la communauté universitaire par le régime nazi dès 1933. Il est radié du corps professoral en 1936. Il meurt 2 ans plus tard, le 26 avril 1938, alors que le nazisme menace de destruction ses manuscrits encore inédits. C'est un père franciscain belge, Herman Leo van Breda, jeune doctorant de l'université de Louvain, qui va rapatrier cette œuvre en Belgique. Le récit qu'Herman van Breda a fait de ce sauvetage rocambolesque est édité sous le titre « Sauver les phénomènes » aux éditions Alia. Gérard Bérébi, qui est directeur des mêmes éditions, nous rappelle cet épisode miraculeux et avant tout, qui était Husserl et ce qu'était cette fameuse phénoménologie, une petite révolution de la pensée. Au cours de cette émission, vous entendrez un portrait souvenir du philosophe Edmund Husserl. Au moment où Herman van Breda entame son récit en 1938, c'est-à-dire son premier voyage à Fribourg, le philosophe allemand Edmund Husserl était décédé depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'il était décédé en 1938 à l'âge de presque 80 ans, très précisément à 79 ans. Edmund Husserl avait mis en place sa philosophie sous le nom de phénoménologie. Et très sommairement, on pourrait résumer sa démarche, c'est-à-dire que pour aborder un problème d'ordre philosophique, il faut avant tout non pas réfléchir comme nous avons coutume de le faire, mais dans un premier temps, suspendre notre jugement et suspendre nos idées reçues. C'est comme si vous regardiez un objet que vous avez l'habitude de regarder, et un jour, vous décidez de faire un pas de côté et de le regarder sous un autre angle et de ne plus le juger mécaniquement avec ce qui fait votre tournure d'esprit et vos idées reçues, et cela n'a rien de péjoratif, mais dans la suspension du jugement, laisser monter et apparaître ce que cet objet nous montre que nous n'avions pas vu alors qu'il nous était familier. Même si on retrouve quelque part des ferments de phénoménologie, en tout cas de ce que c'est qu'un phénomène chez Emmanuel Kant, bien avant Husserl, la façon dont il va théoriser et mettre en pratique cette phénoménologie va apporter un changement considérable à la philosophie du XXe siècle. Je dirais même un bouleversement. Et quand je dis bouleversement, c'est-à-dire que dans l'histoire de la pensée, il y a régulièrement des gens qui pensent, qui écrivent, qui produisent leurs réflexions dans des livres, mais disons que ceux que l'on retient sur la durée, ceux qui passent à la postérité, c'est ceux qui opèrent non pas une rupture, mais une avancée par rapport à la philosophie précédente avant d'être dépassés eux-mêmes. Et ça fait date dans l'histoire. Et en ce sens, Edmund Husserl est passé à la postérité de cette manière-là. Il a eu comme assistant Martin Heidegger, autre phénoménologue. Il a eu une influence sur une série de philosophes très importants, Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jean-Paul Sartre ou encore Merleau-Ponty. Cette postérité rend du coup l'entreprise dont on va parler tout de suite extrêmement importante, puisque sans le sauvetage de ces papiers, probablement tout un pan de la pensée philosophique occidentale n'aurait pas pu voir le jour. Absolument, et c'est un miracle. C'est une chose extraordinaire qui s'est produite. Nous nous retrouvons en présence d'un jeune homme qui a 27 ans à ce moment-là, qui vient d'être licencié en philosophie à l'université de Louvain, qui à cette époque était dirigée par Monseigneur Noël.
il décide d'entamer une thèse de doctorat consacrée à Husserl. Ce travail n'a pas été retenu. Disons que notre héros, Hermann von Breda, n'a pas été un grand philosophe, mais ça a été un homme de tout premier plan pour l'histoire de la philosophie et plus précisément pour la perpétuation de la philosophie de Husserl. À la lecture des livres produits dans les années 30 par Husserl, il a relevé, comme d'autres philosophes qui lisaient en allemand Husserl, dans une note où Husserl renvoyait à ses propres manuscrits. Et en 1938, très exactement le 15 août 1938, Hermann von Breda, jeune homme de 27 ans, étudiant en philosophie, révérend père franciscain, se rend à Fribourg où il est hébergé par des amis franciscains et il décide d'aller voir Madame Husserl, qui était veuve depuis quelques mois, pour consulter les archives à propos de la thèse qu'il préparait. Disons que l'intention première est celle-là, il n'y en avait pas d'autre, lors du premier voyage de von Breda à Fribourg pour rencontrer Malvina Husserl, l'épouse de Edmund Husserl. Et quand il arrive sur place, il prend conscience immédiatement de l'étendue des problèmes, c'est-à-dire qu'avant tout, il faut resituer notre histoire dans le contexte historique. Nous sommes en 1938, à la veille de la guerre. La Tchécoslovaquie va être envahie dans très peu de temps. Une situation de trouble extrême et de la montée en puissance du régime nazi et de sa volonté conquérante. Arrivé chez Madame Husserl, qui le reçoit très aimablement, il prend conscience des problèmes et il s'aperçoit que les archives de Husserl représentent 40 000 pages manuscrites. Quantitativement, cela représente une centaine de kilos. Vous ajoutez à cela que la méthode de sténographie adoptée par Husserl était incompréhensible par les gens, par les contemporains, c'est-à-dire des années 30 et des années 40, parce qu'il avait adopté une méthode de sténographie datant du 19e siècle, et il n'y avait que deux personnes, et une troisième personne aussi, qui étaient des assistants de Husserl. Il y avait Landgrebe, il y avait Eugen Fink, et il y avait Edith Stein, et les deux premiers étaient familiers de sa méthode de sténographie et avaient commencé à transcrire ses textes. Et von Breda, voyant cela, et voyant la situation politique, c'est-à-dire la mise à l'index des Juifs, que Husserl, déjà avant sa mort, avait été rayé des cadres de l'université, qu'en tant que retraité, il lui était interdit, et on lui avait confisqué son passeport à cet effet, il lui était interdit donc de représenter l'Allemagne dans les colloques internationaux, et il était mis à l'index et il vivait avec sa femme extrêmement isolé. Ajoutez à cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que quand il enseignait, il a eu comme assistant Heidegger, donc il a participé à la formation de l'esprit et du développement de la philosophie de Heidegger. Et Heidegger, qui était en place à l'époque, n'a pas voulu aider Husserl quand il était isolé à ce point. Gérard Berreby est votre invité, Nicolas, pour évoquer le sauvetage des archives d'Edmund Husserl, menacé donc par le régime nazi. C'est une entreprise qui a connu forcément des obstacles considérables. Ah oui, Laurent, puisque la question s'est vite posée, où déplacer les archives d'Husserl, 100 kilos de manuscrits inédits, et puis toute sa volumineuse bibliothèque. Une hypothèse d'un déplacement en Suisse a été très vite abandonnée. Puis Hermann von Breda s'est tourné vers son université, l'université de Louvain et l'Institut supérieur de philosophie pour la constitution d'un fonds d'archives Husserl. On va entendre tout de suite la voix d'Hermann von Breda en 1957 dans un extrait rare de l'émission Des idées et des hommes sur le RTF, suivi tout de suite de notre invité Gérard Berreby qui nous raconte le détail de l'entreprise de sauvetage. Laurent. Je voudrais tout de même ajouter un mot à ce que se vient de dire M. Fink. C'est le dernier assistant de Husserl et c'est lui d'ailleurs aussi avec son ami, son grand ami Louis Landgrebe qui est maintenant professeur à Cologne et dont nous déplorons l'absence, qui nous a initiés à Louvain, à l'écriture, à la sténographie de Husserl
Ils sont venus tous les deux pendant plus d'une année dans des circonstances extrêmement difficiles à Louvain pour y collaborer. L'université de Louvain prend tout à fait conscience des difficultés du problème. Ils évoquent le coût des assistants pour transcrire la sténographie, c'est-à-dire leur hébergement, des subsides minimales, que tout ça est très compliqué administrativement. Et là, il se passe quelque chose. Je ne dirais pas que Van Breda fait cavalier seul ou qu'il ait agi malhonnêtement, mais emporté par sa passion pour Husserl, par son désir devant cette situation catastrophique, parce que la moindre bombe tombée, un immeuble incendié, et ses archives disparaissaient pour l'éternité. Mu par l'intérêt pour toutes ces archives, il n'avait qu'une hâte, c'est de les mettre en sécurité. En ce sens, quand il agissait, il n'attendait pas obligatoirement les réponses officielles, les accords et la bénédiction de ses supérieurs. Et donc il agissait un petit peu, c'était la situation qui dictait son comportement et les décisions qu'il prenait. Et il a pris énormément de risques en 1938 et en 1939 en Allemagne, en allant à Fribourg, en allant à Berlin pour rencontrer l'ambassadeur de Belgique à Berlin, et en envoyant toujours des comptes rendus au risque de sa vie. À un moment, pour des raisons de sécurité, on avait fait voyager les archives de Husserl, c'est-à-dire 100 kilos de manuscrits, dans la ville de Constance, dans l'espoir de les passer en Suisse, et ça n'a pas pu se faire. C'était beaucoup trop dangereux et on risquait de se faire arrêter. Van Breda a été à Constance, récupérer les 100 kilos d'archives, c'est-à-dire des valises bourrées de papier, et il a pris le train pour aller à Berlin. Alors moi, quand je lisais ça, je me suis dit, il est fou, il est complètement irresponsable, mais en même temps, heureusement qu'il n'avait pas parfaitement conscience du danger, parce que ça lui a permis de prendre des risques. Une personne, je dirais, normalement constituée et évaluant le danger, se serait dit, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Il évoque très brièvement les dangers qu'il risque en allant à Berlin, mais ça ne prend pas plus de 2 lignes. Il dit, voilà, en qualité de père franciscain... Toujours effacé, c'est-à-dire ce que j'ai fait est normal, et c'est sur l'insistance de ses pairs qu'il a fini par écrire cette communication qui a été lue en 1956 lors d'un colloque consacré à Husserl en Belgique. Il a fallu que son entourage insiste lourdement pour qu'il fasse le récit de ce sauvetage. Parce que pour lui, c'était normal. Lorsqu'il se rend à Berlin pour rencontrer l'ambassadeur de Belgique, pour rapatrier via des valises diplomatiques à Bruxelles, l'entreprise suisse ayant échoué, les manuscrits, ça va prendre du temps aussi. Ça prend du temps et il n'économise pas sa peine. Il va d'abord à Francfort où il rencontre le consul belge représenté par un Allemand, le consul belge à Francfort qui représente la Belgique, et le consul n'est pas du tout à même de prendre cette décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extraterritorialité dans les consulats, et on lui dit qu'il faut qu'il aille à l'ambassade. Il se rend à Berlin où il rencontre le secrétaire de l'ambassade, et les autorités belges se montrent plutôt bienveillantes et acceptent d'entreposer dans le coffre-fort de ce qui fait lieu d'ambassade de Belgique à Berlin en 1939, d'entreposer toutes les archives de Husserl. Et c'est comme ça que le début d'une solution commence à s'amorcer, mais aussi les choses se compliquent, parce que ces archives toutes seules, c'était compliqué parce que personne n'était à même de les transcrire, donc il fallait, avec les archives, les 2 assistants, à savoir Landgrebe et Eugène Fick, qui fassent partie du voyage, leur trouver un passeport. Landberg était en Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie était déjà occupée par les Allemands. Van Breda se rend à Prague pour faire des démarches pour que Landberg, avec l'aide des autorités belges, obtienne un visa pour pouvoir sortir de la Tchécoslovaquie, que Fink puisse avoir des papiers, mais tous ces gens-là ont une famille, c'est-à-dire une épouse, un ou des enfants, ils ont une maison, du mobilier, et on se retrouve, vu d'aujourd'hui, dans une histoire absolument rocambolesque, où aux premiers éléments des archives qu'il faut sauver,
s'ajoute la bibliothèque, s'ajoute du personnel technique, si je puis dire, c'est-à-dire les assistants de Husserl avec leur famille, s'ajoute le mobilier de ces gens-là, le mobilier de Madame Husserl, et on se dit, au risque de sa vie, la chose la plus importante était les archives, et on se retrouve dans des déménagements titanesques avec des individus, des bibliothèques entières, des meubles, tout ce que vous voulez. Le récit du sauvetage des archives d'Edmund Husserl par Herman van Breda, prêtre franciscain et doctorant à l'université de Louvain, raconté par Gérard Berby des éditions Alia, Nicolas. Alors au-delà des archives du philosophe, il y avait aussi une personne à sauver, c'est l'épouse du philosophe, Malvina Husserl. Oui, Laurent, elle était aussi juive et donc à ce titre également menacée par le régime nazi. Herman van Breda et tout un réseau soutenu par les autorités de Louvain ont organisé sa fuite de l'Allemagne dans des circonstances là aussi rocambolesques que nous raconte Gérard Berby. Van Breda se chargera de cacher Madame Husserl durant près de 6 années, en la faisant déménager d'un couvent à l'autre, et dans le même temps, il hébergeait une dizaine de juifs, bien sûr de manière tout à fait illégale, et ayant la tête sur les épaules et le sens des responsabilités, ces juifs qu'il cachait aussi, il les faisait travailler sur les manuscrits d'Husserl pour faire avancer le travail d'édition. Et il a déménagé à de nombreuses reprises pour pas qu'il y ait de risque de destruction de ses archives, d'une ferme à l'autre, les archives de Husserl, tout seul. Autre événement rocambolesque, lorsque le mobilier, la bibliothèque manque de peu d'être détruit par un bombardement allié à Anvers, les cendres et la bibliothèque seront sauvées in extremis, mais pas le reste. Absolument, c'est-à-dire que c'était les caisses du déménagement de Madame Husserl avec la bibliothèque et son mobilier ont été entreposées en attendant de trouver une solution dans le port d'Anvers. Il y a eu, ironie du sort, un bombardement des Alliés sur le port d'Anvers pour l'immobiliser. Et à ce moment-là, les caisses concernant Madame Husserl prennent feu. Van Breda se rend sur le terrain en vaillant soldat toujours et constate les dégâts et réussit à récupérer les cendres de Husserl, c'est-à-dire son urne funéraire. Petit détail qui a son intérêt à mes yeux à propos de l'urne funéraire, c'est que Husserl était juif, il s'est converti au catholicisme et prévoyant la montée du nazisme, dans son testament, il a demandé à être incinéré, ce qui était contradictoire par rapport à son éthique religieuse. Et il l'a demandé parce qu'il était convaincu que les tombes des Juifs en Allemagne, et notamment des Juifs ayant représenté une avancée de la pensée et ayant une certaine notoriété, seraient vandalisées, voire détruites. Et pour pas que cela se produise, il a demandé à être incinéré. Et voilà que Van Breda, sur le port d'Anvers, récupère l'urne funéraire, et l'emmène chez lui à Louvain et la garde. Et après la guerre, épilogue heureux, il la remet à la famille qui est aux États-Unis, c'est-à-dire avec son frère Gerhard, avec sa sœur et avec Malvina Husserl, l'épouse d'Husserl. Il passe très vite, Herman van Breda, sur les années de guerre à ce moment-là. Ouais. Mais l'issue, vous l'avez dit, effectivement, est heureuse pour l'urne, pour la bibliothèque et pour les archives. Quel est l'impact alors de la présence de ces archives à Louvain? Que vont-elles devenir? D'abord, il faut dire une chose, c'est que le révérend père Herman van Breda a réussi le tour de force de rendre la ville de Louvain célèbre dans le monde entier et dans le monde de la philosophie. C'est-à-dire qu'on ne compte plus les philosophes qui se sont rendus à Louvain. Le premier à avoir visité les archives Husserl à Louvain est Maurice Merleau-Ponty. Van Breda avait cette capacité humaine
de tisser des réseaux et de lier des amitiés avec énormément de personnes. Il était très ami avec Emmanuel Levinas. Quand Emmanuel Levinas a remis son manuscrit aux éditeurs français de son grand livre et qu'il a été refusé par tous les éditeurs français, y compris Gallimard, c'est Van Breda qui a publié le livre de Levinas à Louvain. Et pour vous donner une idée, à son enterrement, c'était presque une cérémonie mondaine internationale. Tous les philosophes ont fait le déplacement. Et on note une petite anecdote, c'est que Levinas, étant juif, lui aussi, et saluant le cercueil de son ami Van Breda, a jeté une poignée de sable sur le cercueil, comme on le fait dans la tradition juive. Et il était lié comme ça à énormément de gens, et il avait cette capacité à passer sur les différends, les petites brouilles, pour avancer en fonction d'une idée, c'est-à-dire en fonction d'un idéal qui lui était propre. Et en ce sens, il a réussi à sauver un véritable phénomène, comme on le disait chez les Grecs, c'est-à-dire les archives d'un grand philosophe. Il a fait preuve de courage, de vaillance et d'humilité, parce que quand on lit, comme vous l'avez précisé, sa relation sur cette aventure, il se situe toujours en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vanité apparente, il ne tire pas du tout la couverture à lui. Pour lui, c'était banal, c'était normal de faire ça, et il l'a fait comme de sauver quelqu'un qui est en danger. Et il ne revendiquait aucun mérite pour cela. Ces archives constituent un document véritablement énorme, monumental. Il s'agit, je crois, de 40 000 pages et qui sont cette réflexion incessante, perpétuellement insatisfaite d'elle-même, indéfiniment reprise, jour après jour et nuit après nuit, de la pensée de Husserl. Les archives Husserl, sauvées des griffes du nazisme par Herman Van Breda et l'université de Louvain. C'est un récit contenu dans le livre Sauver les phénomènes qui est paru aux éditions Alia, Nicolas. Oui, c'est un épisode qui a rendu l'université de Louvain célèbre dans le monde entier et on a fait un lieu de passage obligé pour une série de grandes figures de la philosophie comme Levinas ou Merleau-Ponty, venus rendre visite à Herman Van Breda et consulter les archives qui sont toujours aujourd'hui à Louvain. Ce récit a également fait l'objet d'un roman, publié aujourd'hui aux éditions Fayard, signé du philosophe Bruce Bégou. Ça s'appelle Le Sauvetage et les deux livres, je vous les recommande chaudement, Laurent. On les lira. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.